Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse, voire un challenge? Vous écoutez Tout seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Je viens d'arriver à Lyon. Je vais prendre la voiture et on va se rendre à Thiers, capitale de la coutellerie bien sûr, pour aller enregistrer le deuxième épisode de Tout seul. On va rencontrer Roland Lagné, un coutelier. Je vais prendre la route, on en a pour une petite heure 30 et puis je vous retrouve tout à l'heure. J'approche de l'atelier où ça bosse dur et je vais rejoindre Roland. Bonjour Roland. Bienvenue Mathilde. Bon bah super, on va pouvoir s'installer et commencer. Merci Roland de nous recevoir aujourd'hui dans votre atelier en compagnie de Léon, votre chien, Ouais. qui sera votre assistant pour ce podcast. On se voit sur une table où il y a pas mal de couteaux qui viennent de sortir de production. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter du coup ? Donc, je m'appelle Roland Lagné, j'ai grandi en Seine-et-Marne. J'ai fait le lycée au lycée autogéré de Paris. Et après, j'ai fait un burn-out de Paris et je me suis sauvé vite en Auvergne. Je suis arrivé ici en Auvergne en 97 à l'âge de 18 ans pour faire mon apprentissage en coutellerie. Et depuis, j'ai jamais changé de voie. J'en ai fait ma vocation, mon métier, ma passion, ce qui remplit mes journées. Ça fait combien de temps que vous l'exercez maintenant ce métier du coup ? Ça fait 24 ans. Ça commence à faire 2 belles décennies et demie. Ouais, j'ai passé la moitié avant la retraite, on verra. Vous faites vos gammes dans plusieurs ateliers, dont l'atelier Perceval. Oui, principalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon apprentissage plus un espèce de deuxième apprentissage, un peu construit sur mesure pour moi, à l'atelier Perceval. Après, je suis parti pendant 2 ans, j'ai fait de l'intérim. Après 2 ans, je suis retourné à l'atelier Perceval où ça avait changé de direction et il y avait un poste qui se libérait. Et là, je suis resté de 2003 à 2014. Et vous vous dites que là-bas, vous y avez exercé tous les métiers sauf celui de patron. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait une espèce de direction hybride entre la personne qui avait fondé l'entreprise et quelqu'un qui était rentré comme associé. Ça a duré à peu près 2 ans. Non, ça a duré 5 ans, mais il y a eu des interventions. Au bout d'un moment, il y a eu un moment assez étonnant où je me suis retrouvé à être le seul ouvrier et j'avais 4 patrons. Donc c'était assez baroque. Voilà, donc ma production alimentait 5 personnes. C'était chouette. Et au bout du compte, quand en 2008, il y a eu le fondateur de l'entreprise qui était salarié de l'entreprise, qui s'est fait éjecter par le nouvel investisseur qui était devenu majoritaire, pour des raisons de divergence qui leur appartiennent, mais les torts étaient complètement partagés. En gros, je me suis retrouvé derrière en position de chef d'équipe. J'ai commencé à prendre en charge tout ce qui était création, design, en essayant de respecter le style, bien sûr, qui était préexistant. Tout ce qui était formation de l'équipe, mise en place des process de fabrication. Par la suite, tant que j'étais là, et comme j'étais le seul à parler anglais, j'ai aussi développé une grosse partie de la présence sur le web et du développement à l'export. Une grosse partie aussi de la comptabilité interne avec les calculs de prix de revient, les tableaux Excel qui permettaient de savoir combien coûtaient les choses, quand on les faisait, à quelle vitesse, etc. Donc ça, ouais, j'ai un peu mis mon nez partout parce que ce qui m'avait motivé quand j'étais revenu en 2003, j'étais à ce moment-là en train de me passionner pour un certain aspect de la culture japonaise médiévale. Et j'avais un peu théorisé que le Japon féodal avait réussi à ne pas exploser parce que c'était une société qui s'était cimentée autour du principe de loyauté.
Et j'avais besoin de mesurer, moi, où j'en étais de cette valeur-là, et de voir jusqu'où je pouvais aller par loyauté. Donc j'avais envie de me dédier à une cause. Donc je suis rentré chez Perceval la deuxième fois comme un soldat. Vraiment, je voulais... et j'ai fait des trucs déraisonnables. C'est-à-dire que j'ai fait des semaines de 70 heures et sur des machines dangereuses, quoi. Donc non-stop. Et j'avais les clés, je restais bosser quand il n'y avait plus personne. Personne ne savait que je revenais bosser. Il y a des moments d'ailleurs où, comme les divergences dans la direction mettaient... Enfin, amener des fois la société en déséquilibre. Il y a des fois où certainement, si j'avais pas fait ça, la société ne serait plus aujourd'hui. Vous l'avez fait par plaisir ou par obsession? Parce Ou que, par parce que conviction? je voulais, on va dire, m'occuper de cette entreprise comme si c'était la mienne. Et ça vous a plu? Ouais, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Et je pense que ça m'a jamais lâché jusqu'à ce qu'il y ait un clash avec le dernier patron. Et Donc c'est cet événement-là qui vous a poussé à créer votre ouais, entreprise? ouais. Globalement, s'il n'y avait pas eu... Ça s'est joué en une fraction de seconde. S'il n'y avait pas eu cet événement-là, je serais certainement encore là-bas. J'avais envie de rester sur place. Thiers, c'est une ville que je trouve assez intéressante pour ça. Ça me plaisait, j'avais envie de rester là. Et, mais sans a priori, en me disant je vais monter ma boîte et de toute façon j'aurai les armes pour le faire. Parce qu'en plus mon ancien patron avait souvent essayé de me mettre dans le crâne que en gros moi j'étais bon pour faire les couteaux mais pour monter une entreprise ça marcherait pas. Ce qui m'a décidé c'est vraiment qu'à un moment comme j'avais un peu fait le deuil de tout ce que j'avais fait avant et que j'étais prêt à faire autre chose, j'ai des idées plus libres qui me sont venues sur ce que je pourrais faire et qui n'étaient pas déjà vues ailleurs parce que je savais très bien pour ce que je voulais plus faire. Je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. Et donc j'ai eu 2-3 idées qui ont commencé à arriver et moi je suis comme ça, c'est-à-dire quand j'ai des idées qui m'arrivent dans la tête il faut que je les réalise sinon ça me rend malade. Moi je suis le plus feignant de la terre autrement, mais le problème c'est que j'ai des idées qui me germent dans la tête et si jamais je les transforme pas en réalité, je deviens fou. Donc j'étais obligé d'en faire quelque chose. Et donc par la suite, je me suis rendu au Pôle emploi comme tout le monde. Et là, on m'a dit, OK, vous voulez créer votre boîte, on peut vous proposer un parcours d'accompagnement. Alors, il y a soit la Chambre de commerce et d'industrie, soit il y a un organisme qui s'appelle BGE. La Chambre de commerce et d'industrie, j'avais eu à faire plein de fois dans mon expérience salariée pour leur demander des documents, des trucs qui étaient relatifs à l'export et tout. Et il y a un petit dicton dans le coin qui dit si tu as besoin de rien, tu leur demandes. Et donc moi, quand on m'a proposé un accompagnement soit par la CCI, soit par BGE, je dis on va faire BGE, on va essayer. L'autre. Je connais pas. Et en fait, il s'est avéré que c'était plutôt cool parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore l'accréditation qui leur permettait de donner l'attestation préalable à l'installation. Mais par contre, leur parcours d'accompagnement en 4 fois une demi-heure, on avait bouclé tout le dossier, quoi. Parce que moi, j'avais déjà tout préparé de mon côté. Donc quand je me suis retrouvé au stage préalable à l'installation en chambre des métiers, j'ai pendant une semaine obligé d'assister à ce truc pour avoir une attestation à la fin pour pouvoir s'immatriculer. Franchement, j'ai fait de la figuration. En plus, moi, ce qui me surprend dans ce genre de contexte, c'est que on va nous expliquer pendant une semaine tout un tas de choses auxquelles le chef d'entreprise va être confronté, mais qui sont délégables. Il y a un truc qu'on n'apprend pas dans le stage préalable à l'installation, c'est à manager. Et ça, c'est le truc qu'on ne peut pas déléguer, parce que de toute façon, même quand on délègue, on manage. Donc, il n'y a aucun moment où on vient préparer les gens sur des méthodes de base de management qui sont quand même le cœur du métier d'entrepreneur. Je veux dire, si on manage, on manage même nos fournisseurs, on manage forcément, en fait. C'est comme si on donnait des diplômes de dentiste à des gens qui n'avaient pas ouvert la bouche d'une personne. En 2014, du coup, vous ouvrez votre société sous votre nom, Roland Laigné. Vous travaillez tout seul. À quoi il ressemble le carnet de commandes des débuts ? J'ouvre en juin 2014. Donc en gros, déjà, le premier truc que j'ai à faire, c'est faire des travaux pour aménager l'atelier pour pouvoir produire. L'atelier, il arrive en état de production vers le mois d'octobre. D'accord. Ce qui veut dire que je suis juste avant Noël et donc dans la gamme de produits que j'ai choisi de fabriquer, qui sont des couteaux à usage culinaire, mais en faisant pas que des arts de la table, mais en faisant aussi des couteaux de poche qui vont servir à manger. J'ai un choix à faire qui est un choix un peu stratégique, saisonnier, parce que y a l'effet Noël beaucoup plus sur le couteau de poche que sur le couteau de table.
comme je bénéficie de cette fraîcheur, de la nouveauté d'installation, de la nouvelle entreprise, le nouveau logo qui arrive dans le paysage, eh ben, les boutiques de détail qui vendent un peu tout ce qui se fait dans le paysage français s'intéressent à mon actualité et m'en commandent. Donc j'ai eu l'occasion de livrer les couteaux que j'avais produits pour les fêtes de Noël à temps, ce qui fait que sur 6 mois d'exploitation, on a pété le score. Enfin, j'étais tout seul. Parce que, Du coup. parce que je m'étais en plus fixé, ça colle bien au nom du podcast, mais je m'étais fixé comme objectif de rester seul 1 an. Mhm. Je voulais faire tourner. Pourquoi un an? Je m'étais dit, on va voir déjà ce que donne le premier exercice. J'avais quand même fondé mon entreprise, comme je disais, je savais exactement ce que je voulais plus faire. Donc je l'ai quand même fondé sur un certain nombre de choix éthiques et politiques assez forts par rapport à ce qui se pratiquait dans la profession. C'est-à-dire? Déjà, le refus d'utiliser des matières précieuses. C'est un peu ce qui définit aujourd'hui la coutellerie haut de gamme en France, parce que comme le coût du travail est élevé, pour justifier le coût élevé, on va en plus superposer une couche de matières précieuses. Comme ça, on dira, bah oui, c'est cher, mais en même temps, il y a de la nacre, en même temps, il y a de l'ivoire. Enfin, maintenant, on n'a plus le droit à l'ivoire, mais il y a de l'ivoire de mammouth, il y a de la météorite, ce que tu veux. Et en gros, moi, j'avais pas envie de donner là-dedans, dans cette facilité-là. On va dire le point de départ de cette réflexion-là, ça a été l'expression qui est hyper utilisée et dont on abuse de coutellerie d'art, ou plus généralement d'artisanat d'art. Moi, je pense que c'est fallacieux, que c'est usurpé, et que c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, il n'y a que les artisans qui parlent d'artisanat d'art. Les artistes, ils n'en parlent pas. Les artistes, pour eux, n'existent pas. Voilà. À Beaubourg, il n'y a pas d'artisanat d'art. Le problème en parlant d'artisanat d'art, c'est qu'on crée un superlatif au concept d'artisanat, et que ce faisant, on crée une hiérarchie. On va avoir dans l'ordre artisanat, artisanat d'art, art. Donc autant on arrive à se hisser au-dessus de ce qu'on considère comme, on va dire, le côté médiocre de l'artisanat, ce qui est déjà très péjoratif et très méprisant. Mais en plus, ce faisant, après avoir gagné le fait d'être au-dessus de l'artisanat, on perd le fait d'être en dessous de l'art, quoi. Donc c'est une victoire pour une défaite qui est beaucoup plus cinglante. Donc moi j'ai décidé de prendre le contre-pied et de travailler à affirmer ma position d'artisan et d'avoir de la créativité dans mon artisanat. C'est-à-dire me mettre en danger aussi par rapport aux positions trop confortables d'utiliser toujours les mêmes recettes. Comment est-ce que ce positionnement-là est reçu par vos premiers clients? Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que c'est reçu comme un positionnement un peu anarchiste, un peu punk? Qu'est-ce qu'ils en disent? Bah oui, mais en même temps, tout le monde personne n'a jamais envie de dire qu'on n'est pas d'accord avec les punks, ça fait bien. En gros, les gens, ils ont trouvé ça cool. Ils se sont dit, ouais, peut-être que ça peut changer un peu. Puis assez rapidement est revenu le conformisme, en fait. Donc assez rapidement, ils se sont rendus compte que, ok, passer la nouveauté, c'était compliqué de renouveler complètement son argumentaire de vente et de faire vraiment de la pédagogie auprès des gens. Moi je pense que les boutiques de détail en coutellerie ou ailleurs d'ailleurs sont un peu nos galeristes. C'est-à-dire à partir du moment où on considère être des créateurs, ces gens-là sont là pour faire le boulot d'un curateur, comme on dit Et de vous défendre. et donc chercher, savoir ce qui se passe et mettre en avant ce qui se crée, l'état de la création et là où on veut aller et pourquoi c'est différent de ce qui s'est fait avant et pourquoi c'est dans une progression. Le problème, c'est que bien souvent, ça se résume à aller chercher ce qui marche pour le vendre encore plus et prendre un peu un confort, quoi. À quel moment, du coup, est-ce que vous vous dites, OK, maintenant, ça mériterait de passer la deuxième et de plus bosser tout seul? À partir du moment où il s'est avéré que, après les 12 premiers mois, les chiffres étaient dans le vert, je me suis dit: «OK». Donc maintenant, à partir de ce moment-là, j'avais plusieurs options. Soit je recrutais directement quelqu'un de qualifié, formé, avec de l'expérience et tout. Mmh. Soit on pouvait démarrer plus progressivement en prenant un apprenti qui va être moins cher à financer en termes de Oui. force de travail, puisque c'est déchargé, c'est un peu une portion d'un salaire d'un SMIC pendant les 2 années d'apprentissage. Et donc ça permet, en tout cas, même si du coup il n'y a pas de production, on n'est pas opérationnel de suite, ça prend beaucoup plus de temps que ça en apporte, dans la première année en tout cas, ça permet une montée en puissance.
Mhm. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai recruté Agathe qui a bossé ici après pendant tout son apprentissage, puis une année de plus. Ça a été super intéressant. Et pendant le temps de son apprentissage, on a aussi recruté Guillaume parce que du coup, le carnet de commandes le justifiait. Je me suis envolé un petit peu vers différents pays, l'Australie et tout. Et puis on a eu tout de suite un retour intéressant. Ça a suffi pour faire tourner les 2-3 personnes qu'on était. Et puis, Comment est-ce qu'on travaille à l'export? On trouve quelqu'un sur place, on active soi-même des personnes qui connaissent des personnes. en fait, je suis dans un secteur qui est assez confortable parce que la restauration, tous mes clients font tout pour se faire connaître. Donc c'est pas une chasse au trésor, c'est pas difficile de les trouver. Hein, il n'y a pas de challenge. Je veux dire, les mecs, on prend le guide Michelin, c'est le bottin. Les salons commerciaux, j'en avais fait plein avec Perceval et j'avais toujours eu l'impression d'arriver après la guerre. Dire que chaque fois, je voyais que le salon, quand même, on dépensait pas mal de fric pour y aller. Puis c'était pas hyper satisfaisant. Et puis on en parlait avec les anciens qui étaient là depuis toujours et qui étaient juste là pour faire la bringue en fait maintenant. Ils étaient même presque plus là pour bosser. Et ils nous disaient ah ouais, qu'est-ce que c'était bien avant, hein. Franchement les salons ça cartonnait, maintenant bon. Je me suis dit ce budget que je vais pas mettre dans les salons, je vais l'utiliser pour aller manger dans les restos. Voilà. Je vais aller sur place, je vais cibler une zone. Par exemple, on va commencer par un endroit où on sera sûr qu'il y aura de la masse. Ok, donc je me suis dit, je commence par New York. Il y a des restos dans tous les sens. Je me fais une liste des 50 meilleurs restaurants de New York. Et je leur envoie des emails à tous. Et ceux qui me répondent, je cale un rendez-vous. Okay. Et je peux faire 5 rendez-vous par jour. Déjà, le temps de manger le midi et le soir, c'est un temps de rendez-vous. Avec ce que me coûte un salon de l'hôtellerie-restauration de qualité comme le Syrah à Lyon, je peux faire 4 à 5 voyages à New York de 3 jours, pendant lesquels, à chaque fois, je vais rencontrer 15 personnes. Ce qui fait que je reviens, j'ai vu entre 60 et 75 personnes. Le taux de conversion, on va dire, pour utiliser un mot savant, c'est à peu près 1 sur 2 à 1 sur 3. C'est-à-dire que dans le pire des cas, il y a une personne sur 3 que je vais rencontrer qui va me passer commande. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'effort d'aller chez eux, il n'y a pas mes concurrents autour, ils voient les couteaux dans leur cadre, et j'ai mangé ce qu'ils font, je comprends ce qu'ils font. Personne n'était jamais venu les voir et ils avaient tous des couteaux de merde. Et c'est quand même pas une destination mystère, quoi. J'ai continué à faire ça. J'ai jamais fait un salon depuis le début. Vous faites combien en répartition entre export et... Je suis à plus de 80% export. D'accord. Il y a eu 2014-2020. Après, il y a eu le Covid. Oui. Où là, c'est un petit peu particulier parce que comme au tout début, j'avais un chiffre d'affaires qui se répartissait à peu près 50% couteau de poche, 50% couteau de table. Donc 50% couteau de poche dans les boutiques de détail, 50% couteau de table au direct avec les restaurants ou par le biais d'agents. Petit à petit, les boutiques, comme je disais, revenant vers quelque chose de plus traditionnel, de plus consensuel, plus facile à vendre, plus habituel. En tout cas, au fil du temps, je me suis réparti davantage vers la restauration. Donc là, au moment où le Covid a éclaté, j'étais à 90%. 90% de mes clients, c'était des restos. Ah oui. Donc c'est une très bonne idée sans Covid, c'est une très mauvaise idée avec. Petite claque. Ouais, on a vraiment été dans le même bateau. On a vraiment ramé comme ils ont ramé. Donc au bout d'un moment, on a fini par avoir aussi droit aux mêmes aides de soutien que ce qu'ils avaient droit. Mais ça s'est pas fait tout de suite, il a fallu bagarrer un peu. Et en tout cas, petite entreprise de 2 personnes, c'est plus facile à manœuvrer qu'un gros paquebot de 100 personnes. Donc on a réussi quand même à prendre les vagues dans le bon sens et à réussir à passer. Et aujourd'hui, on est revenu à un niveau... Ouais, on est pas mal. On est pas mal. L'année dernière, on a fait globalement quand même notre plus gros chiffre d'affaires. Hein. Oui. Parce que aussi, on s'est serré les coudes. Il faut savoir que quand ça a démarré, le confinement à New York, j'ai participé au financement participatif de certains restos qui pouvaient plus payer leur staff parce que là-bas, il n'y avait pas de couverture chômage. Donc les mecs, ils ont liquidé tout le staff. Hein, et ils étaient sans rien. Ils étaient vraiment là, sur le carreau. Donc c'est moi qui ai sorti le chéquier à ce moment-là pour aider mes clients. Et même des gens qui n'étaient pas mes clients d'ailleurs, mais que j'appréciais. Et après, c'est revenu dans l'autre sens. C'est-à-dire que vraiment, il y a une solidarité qui se ressent. On a profité de la période où on était contraint par le confinement, par la société qui s'arrête, tout ça. On en a profité pour bosser sur de la recherche et développement. Et on a investi dans un moule de plasturgie qui nous a permis de faire un modèle un peu plus industriel, de même qualité que ce qu'on faisait, mais 2 fois moins cher.
Ce qui fait qu'on a sorti un truc qui élargissait beaucoup l'assiette de notre clientèle. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment sur une clientèle très haut de gamme. Mm. Là, on a pu toucher, avec un produit haut de gamme, une clientèle qui, normalement, n'a pas accès à des produits de cette qualité-là. Ou alors où l'offre est pas très étendue. Donc, on a pu se positionner là-dessus. Et ça nous a un peu fait traverser le truc. Donc, c'était la stratégie d'augmenter la voilure plutôt que de la réduire. En tout cas sur les produits, même si du coup on n'a pas pu recruter les gens qu'on voulait recruter pendant la période de Covid. Ça a un peu mis en stand-by notre croissance en termes de personnel. Mm. Mais on a développé nos moyens de production grâce à ce nouveau truc. Et ce qui va nous permettre de nous propulser maintenant quand la situation va revenir à la normale. Ça fait 8 ans, est-ce que vous avez toujours les mains dans le cambouis aujourd'hui ou pas? Bah en fait, je l'ai eu un peu moins parce qu'on était dans un moment où les commandes étaient quand même pas aussi régulières que ce qu'on voudrait, c'est pas aussi dynamique que ce qu'on voudrait, ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de quoi filer du boulot à une personne et demie ou deux personnes. Il y a vraiment du boulot pour Guillaume. Donc c'est Guillaume qui passe d'abord et moi je me débrouille. Donc j'étais un peu plus pendant les 2 dernières années sur l'aspect un peu plus théorique, un peu moins pratique. Mm. Par contre, là, on va recruter quelqu'un le mois prochain. Et là, ça va être rigolo. Parce que on fait un truc complètement bizarre où je recrute quelqu'un. Bon, si on avait dû recruter quelqu'un tout de suite, là, ça aurait été dans la logique parce qu'il y avait une augmentation d'activité et qu'il fallait quelqu'un en production en plus. Parce que c'est tout de suite de la valeur qui rentre dans le chiffre d'affaires. Mm. Là, je vais recruter quelqu'un qui ne produit pas. Et moi, je produis. Normalement, je suis capable de produire, mais je produisais pas. Donc, on pourrait se retrouver 2 à pas produire avec une personne qui produit. Je reproduirais presque le schéma de l'époque où j'avais mes 4 patrons en étant tout seul. Donc, je me suis dit, bah ça marche pas. Donc, il faut qu'il y ait 2 personnes en production pour une personne qui produit pas. Donc, la personne que je vais recruter va prendre mon boulot de gestion Mm. et moi, je vais redevenir ouvrier. Ça vous plaît ou pas? Ouais, je trouve que c'est plutôt cool parce que faut se créer des ruptures comme ça dans son métier autant que possible. C'est un peu une assurance anti-burnout. Est-ce que vous allez garder la partie management? Nécessairement. À partir du moment, enfin, même si je pensais autrement, ça serait une illusion. C'est-à-dire à partir du moment où c'est moi qui ai la signature finale, c'est moi qui manage. C'est ma responsabilité à la fin. Tout à l'heure, vous me disiez que c'est l'une des choses qu'on n'enseignait pas du tout au moment où on montait son entreprise. Ouais. Et, Il n'y a pas une minute de formation. qu'est-ce que vous avez appris, vous, tout seul, du coup, sur le terrain, sur le tas? Moi, déjà, à l'époque où j'étais en poste chez Perceval, j'ai eu des formations de management. Donc là, en tant que cadre, même si j'avais pas le statut cadre, en tant qu'encadrant, j'ai eu des formations de management. Ça m'a d'ailleurs beaucoup éclairé parce que, comme tout le monde, je me faisais une idée préconçue de ce que c'était que le management et j'avais l'impression que ça touchait un peu à embobiner les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut, quoi. En fait, ça c'est le mauvais management, comme il y a comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Mais en fait, Le fameux. le management, normalement, à la base, c'est sûr que c'est essayer de faire travailler les gens en commun. Donc c'est un peu faire un rôle de chef d'orchestre pour que les gens jouent pas le même instrument au même moment, enfin pour que ça soit pas la cacophonie. Mais c'est pas un rôle de hiérarchie en fait. Donc c'est quelqu'un qui arrive à se sortir la tête du guidon suffisamment pour pouvoir déterminer les besoins et les compétences de chacun et les mettre en musique. C'est un rôle de tour de contrôle, mais pas de contrôle dans le sens police, de contrôle dans le sens organisationnel. C'est quoi en fait une entreprise? À partir du moment où je fais un pacte avec quelqu'un pour que, en échange de son temps, qui est le bien le plus précieux qu'on puisse trouver sur Terre, qu'on ne peut pas acheter, hein, en échange du temps qu'il consacrera à mon entreprise, je lui donne un salaire, eh ben, je pense que cette personne-là est pas du tout à considérer comme moins légitime que moi sur la richesse de l'entreprise, au contraire. Et donc, le premier bénéficiaire du travail de Guillaume, c'est Guillaume. Nous, on a le droit à on va dire une participation aux frais d'installation pour lui mettre en place un outil de travail. Et ça, c'est normal. Donc, en gros, moi, je suis très partisan de la logique de par fixe et par variable, parce que de cette manière-là, c'est l'ouvrier ou le salarié qui va avoir les leviers de sa propre rémunération. Et il n'aura pas besoin de venir demander une augmentation au patron. Voilà.
On peut avoir confiance, une confiance totale dans son patron. Quand on va lui demander une augmentation, il nous tient entre ses mains, quoi. Et donc là, c'est un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Je veux dire, on demande à Dieu le Père de se pencher sur son cas en disant: est-ce que j'ai été valeureux, Père? Et ok, tu as été valeureux, tu mérites ton augmentation. C'est inconcevable d'avoir un rapport de force de cette nature-là. Donc moi, la façon dont Guillaume gère sa rémunération maintenant, et il peut doubler ou tripler sa paye chaque mois s'il le souhaite, parce que les objectifs sont atteignables. Là-dessus, il ne faut pas non plus que ça soit une arnaque. Faut pas que je mette des objectifs inatteignables pour l'entourlouper. Mais moi, je suis juste l'arbitre, je compte les points. Il faut commencer à partir du principe que les gens ont envie de bosser, qu'ils ont envie de bosser bien, et qu'il faut qu'on lâche l'affaire avec cette histoire de tir au flanc. Donc à partir de ce moment-là, si on met des critères d'évaluation qui permettent aux gens de sanctionner vers le haut ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ce qui permet de rémunérer les bonus, mais pas de rémunérer les malus. Parce que moi, Guillaume, en plus, il a un autre truc, c'est qu'il décide de ses horaires de travail, avec un petit bémol, c'est qu'il faut qu'il prenne soin du voisinage, c'est-à-dire que s'il vient bosser avant 8h du matin, il n'utilise pas des machines trop bruyantes, parce qu'on est quand même très proche de nos voisins. Et il peut prendre autant de vacances qu'il veut quand il veut, sans même me demander la permission. Juste, il me dit, je prends mes vacances tel jour, je prends tel jour de vacances à tel moment, tel jour de congé. Il en prend tant qu'il veut. Théoriquement, il pourrait être toute l'année en vacances. Dans le deal qu'on a fait, en tout cas, avant que ça pose un problème, je pense que je lui aurais déjà accordé des mois et des mois de vacances. Au bout d'un moment, peut-être qu'il faudrait qu'on ait une discussion et qu'on se dise, en fait, voilà, t'as envie de bosser ou pas? Parce que en gros, si t'es là et que t'es pas là, c'est... Mais en gros, sur la théorie, il a le droit de prendre autant de vacances qu'il veut, quand il veut. Et c'est moi qui suis obligé de le pousser à aller en vacances. Je suis obligé de temps en temps d'aller le voir et de dire: Guillaume, faut quand même un petit peu que tu tombes la courroie, là. Faut quand même un petit peu que tu te reposes, mets-toi au vert, t'as une maison à finir de travailler dessus, enfin, t'es en train de faire des travaux dans ta baraque, vas-y, va t'occuper un peu de ça. Fais un peu de jardinage, fais quelque chose, je sais pas. T'es tout le temps au boulot. Donc là, c'est encore une fois, les gens sont pas des tirs au flanc. Enfin, il faut qu'on sorte complètement de ce paradigme, et on se rendra compte à quel point on a été embarqué dans une logique qui était toxique et en plus orientée, c'est-à-dire à qui profite le crime. Entreprise libérée, prix libre? Ça, c'est un truc que j'ai dans les tuyaux. Mais alors moi, il faut quand même que je mette en perspective différents paramètres. C'est-à-dire que j'ai envie d'utiliser ce principe-là vis-à-vis des clients, parce que aussi ça amène à les responsabiliser. Moi, je veux responsabiliser la hiérarchie ultime qu'est le client. C'est-à-dire lui demander, ok, fixe le prix par rapport à quelle rémunération tu donnes à notre temps de travail. Moi, j'ai envie que sur le site, on mette un champ libre avec le taux horaire auquel on veut nous rémunérer, et que ça calcule automatiquement le prix du couteau à la fin. Mais ça, je peux le faire. Je peux pas être tête brûlée et envoyer au feu mes salariés. Parce que c'est en gros, voilà, c'est ma décision, c'est mon envie d'expérimenter les choses. Il faut pas que ça détruise le travail des gens qui en ont un, quoi. Donc ça, je suis prêt à le mettre en pratique le jour où on sera 4 ou 5. Okay. Je suis fixé à peu près ce seuil-là. À partir du moment où on sera 4 ou 5, on va commencer à expérimenter des choses où le salarié sera, lui, sécurisé dans son job, et où le client sera questionné dans ses valeurs. On se donne rendez-vous à ce moment-là, du coup. Une dernière question pour terminer. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce que vous avez appris sur vous-même dans cette aventure en tant qu'entrepreneur? J'ai envie quelque part de prouver au monde qu'il se trompe, et de prouver qu'un exemple différent est possible et fonctionne et donne des bons résultats. Je suis désespéré par les réels politiques, et quand on nous explique qu'en gros c'est comme ça, faut faire des compromis, on n'a pas le choix, la réalité c'est comme ça, c'est pas le pays des bisounours, machin. Moi, j'ai envie de prouver qu'en trahissant jamais ces valeurs, en les tenant entre les dents, on arrive à faire des choses, et tout ce qu'on nous raconte à côté, c'est de la manipulation. C'est du fatalisme. Et au bout du compte, ça profite à très peu de gens, en laissant penser aux autres qu'ils n'ont pas le choix de se laisser mettre en joue une foule de 500 personnes par une personne avec un flingue. Donc là-dessus,
c'est ça que ça m'a appris. C'est-à-dire que déjà, le peu de liberté dont je peux jouir en étant patron, grâce au pouvoir de décision que j'ai, je veux l'utiliser pour faire des expériences comme ça. Une expérience que j'ai menée déjà depuis 7 ans et demi, c'est par exemple, j'ai jamais demandé des paiements par avance à aucune de mes commandes, y compris si je l'envoie de l'autre côté de la planète à quelqu'un que je connais pas. En général, c'est souvent eux qui se rappellent à mon bon souvenir. Ça fait 7 ans et demi que je fais ça, j'ai jamais eu un impayé. Donc, toutes les précautions qu'on prend, toutes les sécurités qu'on prend, j'ai envie de les challenger un peu. Bah, c'est ce qui me donne du carburant et c'est ce qui fait que la chose est excitante et c'est ce qui fait que de temps en temps on a l'impression de prendre un peu une revanche sur voilà, une forme d'entropie sociétale, de morosité ambiante, de fatalisme collectif. De temps en temps on fait mentir les gros et ça fait plaisir. Merci Roland de nous avoir accueillis ici. Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout Seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.